Bonjour, aujourd'hui j'aimerais aborder le thème suivant, le zen. Donc récemment, messieurs dames, j'ai eu l'opportunité et la chance d'aller dans un centre zen. Bon, on ne dit pas centre dans la tradition zen, on dit plutôt temple. Celui de Ryumonji, un temple situé en Alsace, à 50 km de Strasbourg, le centre situé sur la ville de Weiterswiller. Donc j'y suis resté le temps d'un séjour d'environ un mois, où j'ai participé à différentes activités, telles que le zen, principalement zen et toujours le zen. Oui, le zen étant une philosophie dans laquelle de nombreuses activités sont présentes. Donc, lesquelles donc, zazen, qui est donc l'assise, Kihin, Kinhin, qui est la marche lente, une cérémonie autour du petit déjeuner qu'en japonais on nomme Genmai. Quoi d'autre? Le travail des intéressés, dont on dit en japonais le samu. Et puis divers rituels autour de l'esprit zen, comme les cérémonies de matin de refuge envers les patriarches, les bouddhas et les patriarches. Également le chant du sutra du cœur en japonais. Bref, différentes activités dans l'esprit du zen. Donc, à travers cette vidéo, je vous fais part de mon expérience, de ce que j'ai vécu pendant ce séjour, qui a été très enrichissant pour moi et dont j'y trouve un intérêt aujourd'hui à partager avec vous, puisque peut-être vous aimeriez savoir qu'est-ce que le zen de quelqu'un qui y est allé, qui en a fait une expérience et qui l'a retranscrit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le zen? C'est un courant du bouddhisme issu donc une école japonaise qui à l'origine s'est appuyée sur une école chinoise et dont à l'origine s'appuyait sur le bouddhisme d'Inde que l'on connaît tous, de Bouddha Shakyamuni. Donc le zen, plus particulièrement le zen soto, il existe de nombreuses écoles zen, le zen soto est l'une d'entre elles, découle donc comme je l'ai dit, du bouddhisme, pas le bouddhisme du Tibet, le bouddhisme d'Inde, donc le bouddhisme chinois qui est devenu donc le zen, et dont le zen, en arrivant au Japon, a continué sous le nom de zen soto. Pour donner une idée, dans le zen, il y a un autre courant qui s'appelle le zen rinzai. Si vous en entendez parler de zen, sachez que vous venez d'entendre deux écoles zen. Donc la particularité du zen soto par rapport aux autres zen, je ne saurais pas dire exactement, mais le principe de base du zen, c'est d'être simplement à ce que l'on fait, simplement présent, attentif dans l'action, au moment où on fait l'action que l'on fait. Donc cela se décline suivant les activités que l'on mène, j'en ai cité quelques-unes en début de cette vidéo. Zazen étant l'assise, en japonais zazen veut dire juste s'asseoir, qui consiste à rester assis dans une posture adaptée à la méditation, et dont le but est donc de rester simplement assis, sans rien faire d'autre, sans rien observer, sans rien s'attacher à quoi que ce soit, ni attendre de quoi que ce soit, simplement être présent à ce corps ou à cet esprit, à cette présence que l'on est lorsqu'on fait zazen.
C'est très important à comprendre, c'est que dans le zen, particulièrement en japonais, il n'y a pas un mot pour décrire le corps et l'esprit, comme nous on a en français corps et esprit. Eux, c'est simplement un concept de un corps-esprit, comme le maître aime parfois le définir ou le rappeler à ses anciens élèves, si c'est anciens. C'est simplement que le corps et l'esprit ne sont pas dissociés et forment une seule et même entité. Donc, cela se comprend aussi dans la calligraphie, qui est un art très connu au Japon, et dont les kanji, donc l'écriture calligraphique, est assez parlante sur ce point de vue-là. Bon, je ne pourrais pas donner plus de détails, n'ayant pas ce bagage ni cette expérience de la calligraphie de manière détaillée et précise, mais pour vous donner une idée, c'est que une calligraphie, des symboles, donc que sont les kanji, caractérisent un mot, et ce de manière assez simple, complexe, mais réunie souvent, la plupart du temps, dans très peu de kanji. Très peu de kanji. Une fois, un kanji signifie une idée ou une manière de voir quelque chose. Donc pour le zen, c'est ça, c'est l'esprit de celui qui médite, c'est de faire un avec ce qu'il est au fond de lui, et particulièrement en zazen, quand il est assis, d'être juste assis. Donc voilà ce qui est pour le zen. Le zazen, je viens d'en parler un petit peu. Il y a une autre pratique qui est kinhin, ce qui signifie marcher lentement. Quand je dis marcher lentement, c'est marcher lentement, très lentement. On est proche de marcher à un demi-pas par un demi-pas, au rythme de la respiration qui généralement est assez lente. Donc lors de cette session de Kinhin, qu'est-ce que l'on effectue? On est simplement présent à notre marche, au moment où on lève le pied, où on pose le pied, et dont on effectue un demi-pas par un demi-pas pour l'avancement ou pour la marche. Donc c'est une marche assez lente, je trouve que c'est intéressant sur le point de vue de l'attention, ça nous permet de déconstruire ou de bien analyser ce processus naturel de la marche, et lorsqu'elle est mise en ralenti comme dans Kinhin, c'est une très belle opportunité pour rester attentif, et ce, du début jusqu'à la fin du mouvement du pied, du sol vers le sol. Ensuite, il y a une autre pratique qui est assez importante, c'est le samu, donc qui signifie le travail désintéressé en français, hein, de ce que j'en ai compris, et effectivement c'est le cas. De nombreux temples fonctionnent de cette manière. On vient en tant que quelqu'un qui séjourne en le lieu, et pour un bon fonctionnement du temple, on assure donc un samu, donc un travail dénué de quelconque intérêt, et dont le but est simplement d'aider la communauté, et au passage de se discipliner à certaines activités qu'on n'aurait peut-être pas forcément à faire si on est tout seul, ou disons des activités qui permettent à la communauté de bien fonctionner, et aussi de trouver un lieu agréable et propre, ou une nourriture préparée pour le repas qui nous attend ensuite. Voilà, donc c'est assez simple, on fonctionne, on reçoit une instruction, on la met en pratique, et la plupart du temps on évite de parler pendant cette activité, on reste attentif, on se discipline à être attentif pendant la durée du samu, et ainsi on permet donc de contribuer à la communauté en aidant, tout en étant attentif à ce que l'on effectue, et idéalement à rester dans l'esprit du zen, qui est d'être présent à chaque instant, car c'est quand on est vraiment présent à chaque instant que l'on vit ce que l'on vit de plus beau, de plus cher, de plus merveilleux, et ce sans dire aucun mot.
Donc voilà comment je résume un peu le Samu, qui est une part importante dans le zen, et notamment dans un temple où une communauté est présente. Puis il y a aussi donc, le Genmai, qui est quoi qui est peut-être, comment dire, en japonais, le Genmai ça signifie soupe de riz, si je ne me trompe pas, c'est soupe de riz. C'est le petit déjeuner qu'on prend le matin, après avoir fait zazen tôt le matin, et après une cérémonie d'hommage au patriarche, au Bouddha et au patriarche. On prend un petit déjeuner, donc une genmai. Et cela se résume à quoi? À une soupe de riz que l'on partage avec nos confrères de petit déjeuner, donc souvent les membres de la communauté, ou ceux qui participent aussi à des retraites comme moi avec d'autres. Et puis, donc c'est assez ritualisé, il y a un protocole à suivre, une manière d'être servi et de servir. Aussi au niveau matériel, on a un kit, on appelle ça Oryaki si on est un moine ou une nonne, c'est un kit un peu spécial de bol. Autrement, si on est simplement laïque ou laïque, on a juste un bol avec une cuillère, des baguettes et puis quelques serviettes. Donc encore une fois, c'est très ritualisé, il y a une certaine manière de procéder pour participer à cette genmai et puis ensuite à s'en nourrir. Et au-delà du côté très rituel, c'est un moment de partage qu'on peut avoir avec cette pratique d'offrir ou de recevoir de la nourriture et marquer un respect envers celui qui donne ou envers celui qui reçoit, et aussi envers ceux qui ont contribué à ce que ce repas puisse apparaître pour nous au moment où on le prend. Car oui, on remercie beaucoup pour ce que l'on a reçu, on pense à ceux qui ont contribué, et puis aussi on fait en sorte de réfléchir si on mérite ce repas. Est-ce que l'on est absent d'avidité? Est-ce qu'on va s'engager à ne pas faire de mal envers les autres? Est-ce qu'on va faire le bien? Est-ce qu'on va aider les êtres après à se sortir des souffrances? Est-ce qu'on veut pratiquer la voie du Bouddha? Ce sont alors c'est pas des préceptes, mais ce sont ni des engagements, mais ce sont des lignes de conduite qu'il est bon de suivre si on souhaite être dans l'esprit du zen, et puis de considérer que ce qu'on reçoit, c'est quand même des êtres qui ont contribué pour qu'on ait cette chance d'avoir cette nourriture, et donc quelque part de leur rendre hommage, d'être bienveillant ou remerciant envers eux, et puis de faire ensuite de notre mieux pour faire perdurer cet esprit du zen, ou tout simplement cette bienveillance que chacun a à aider son prochain, ou ne serait-ce qu'à à rendre un petit peu ce qu'on nous a donné, même si ça nous est donné gratuitement sans rien attendre, pardon. Quelque part, on prend conscience au fur et à mesure des années peut-être que ce dont, même si les gens qui nous donnent n'attendent rien en retour, et quelque part on a envie après naturellement de donner à notre tour, et quelle bonne opportunité une fois nourri de nourrir les autres, alors à travers le samu ou un bon conseil ou une bonne attitude qui traduit ce que l'on a reçu sans qu'on nous demande quoi que ce soit. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai noté? Donc oui, une des particularités du zen que j'ai trouvé assez intéressante, ou pas, ça dépend, c'est qu'il y a très peu de références à des textes. Le maître, lorsqu'il enseigne, donc il enseigne la plupart du temps oralement,
lors de Mondo, c'est quand ce sont des questions-réponses, c'est-à-dire qu'on peut poser des questions à ce moment-là et le maître répond, ou alors quand c'est des enseignements comment dire, officiels. Alors, je ne sais pas si j'ai noté le mot en japonais. Non, mais ça porte aussi un nom, hein. Chaque cérémonie ou enseignement porte un nom en japonais, hein, pour s'y référer. Non, j'ai seulement celui du Mondo qui est question-réponse. Mais lors d'une session d'enseignement, donc généralement suite à un zazen. Alors, parfois c'est pendant le zazen, le maître prend la parole et il enseigne ou il donne une directive. Lorsqu'il voit peut-être que l'esprit des disciples est un peu trop agité, il donne un recadrage, ou alors il invite à une réflexion parfois sur l'importance de la vie et de la mort, que le temps s'écoule indubitablement et que si on ne fait pas une action correcte et juste dès maintenant, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce monde, pourquoi on est encore dans ce monde, et oui, et qu'il est urgent, si on n'a pas commencé cette pratique de trouver cette source qui coule en nous, hein. Dans le zen on appelle le zen, de manière générale c'est cette étincelle qui brille en nous. Il est urgent de s'y mettre dès maintenant. Donc il nous rappelle assez régulièrement cette question de la vie et de la mort. Est-ce que vous avez clarifié la question de la vie et de la mort? Faites attention, le temps s'écoule très vite. Ne faites pas des actions désintéressées dans le sens inutile. Hein, pas le SAMU, hein. Le SAMU est une action désintéressée mais très utile pour la communauté, hein. C'est pas le même point de vue. Le sens de éviter de vous distraire, prenez la vie comme un cadeau et dont elle est très précieuse et dont chaque instant, s'il n'est pas vécu pleinement, c'est du temps gaspillé, c'est une perte de sens, une perte de temps, c'est comme si ça nous coulait dans les mains et qu'on n'en fait rien. Voilà, donc ce rappel, et puis des fois donc des enseignements qui sont donnés après un zazen, donc où là c'est un peu plus officiel. Avant c'est pas officiel, mais disons qu'on se tourne vers le maître à ce moment-là et on l'écoute pleinement dans sa direction et on est même en mesure à ce moment-là aussi de poser des questions à la fin éventuellement. Et donc là il donne des fois une analogie ou une manière de voir la voix qui est importante et dont elles sont généralement illustrées d'exemples pour qu'on comprenne bien le principe et le fonctionnement. Donc je trouve que c'est assez intéressant cette approche de très peu de texte, beaucoup dans le vécu, sans cesse revenir à l'instant présent, dans le sens ah oui, si je suis parti, j'ai vu mon esprit se distraire, de le ramener à l'instant présent, c'est ce que le maître rappelle. Quand vous prenez du recul et que vous voyez que vous êtes agité, vous êtes endormi, rapidement revenez à votre attention. Si vous faites zazen, vous faites zazen. Si vous êtes en kinine, vous êtes en kinine, etc. Et ce rappel sans cesse de oui, revenez, jusqu'à développer cette pleine attention de chaque instant pour justement être dans cette plénitude, ce bien-être qui ne peut être connu que ici et maintenant, présentement, dans l'instant. Donc bien sûr, il y a dans le zen une pratique qu'on appelle les 4 vœux du bodhisattva. Donc qu'est-ce que c'est que cela? Donc un bodhisattva, c'est quelqu'un qui fait de son mieux pour aider son prochain et s'entraînant à faire de mieux pour aider son prochain, il est ce qu'on appelle un bodhisattva. Il développe donc 4 vœux dans lesquels il s'engage de manière officielle vis-à-vis de lui-même à faire ce qu'il faut pour être ce bodhisattva. Donc quels sont les 4 vœux du bodhisattva? Ce sont les suivants. Les êtres sensibles sont innombrables.
je fais vœu de les sauver tous. Les illusions sont sans fin, je fais vœu de les abandonner toutes. Les portes du Dharma sont sans limite, je fais vœu de les franchir toutes. Le chemin du Bouddha est insurpassable, je fais le vœu de le réaliser. Voilà, messieurs, dames, quels sont les 4 vœux du Bodhisattva. Suivant les traductions, il se peut que les mots ne soient pas tout à fait les mêmes. Et voilà pourquoi, peut-être, si vous êtes familier avec les 4 vœux du Bodhisattva, vous pourriez avoir une autre traduction, mais bon, dont l'essence reste la même. Hein, donc en japonais, les 4 vœux du Bodhisattva se disent Shigyu Seganmon, Shigyu Seganmon, Shigyu Seganmon. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc en tant que Bodhisattva, sachant que on est seul et que les êtres sont innombrables, plutôt que de rester seul avec ce bien-être qu'on connaît, on va faire en sorte d'aider tous les êtres, ou au moins notre prochain, à faire le moins d'erreurs possible. Donc en tant que Bodhisattva, on s'entraîne à débloquer une situation vis-à-vis de quelqu'un, de l'accompagner dans sa démarche s'il a besoin. Parfois simplement en étant présent à côté de quelqu'un, en montrant le bon exemple, c'est une manière d'aider son prochain. Et donc en ce sens de répondre à ce premier vœu, les êtres sensibles sont innombrables, je fais vœu de les libérer tous, ou toutes. Le deuxième, c'est les illusions sont sans fin, je fais vœu de les abandonner toutes. Dans ce monde, on vit dans la Maya ou le Samsara, un monde plein d'illusions ou plein de souffrances. Donc, sachant qu'on n'en voit jamais le bout si on n'est pas quelqu'un qui a réalisé la voie, sachant qu'on a des difficultés à les abandonner toutes, en tant que Bodhisattva, on fait le vœu de renoncer à chaque illusion que l'on rencontre, et ainsi on défriche le chemin pour justement ceux qui suivent ne se retrouvent pas à avancer dans une pénombre dont on ne vaut pas le bout. C'est un peu cette idée. Les portes du Dharma sont sans limite, je fais vœu de les franchir toutes. Donc puisque à chaque fois qu'on a un obstacle sur la voie, c'est comme si il y avait un tronçon de bois qui obstrue le chemin. On peut passer difficilement par au-dessus si on ne fait pas un effort au moins pour enlever la jambe pour passer au-dessus ou pour pousser le morceau de bois sur le côté du chemin. C'est de la même manière quand on est face à un problème ou un obstacle ou une porte du Dharma qui est fermée. Et on fait le choix en tant que Bodhisattva d'ouvrir cette porte et ou d'enlever l'obstacle ou de franchir le cap de cet obstacle ou de cette porte qui est actuellement obstruante ou fermée. Et donc c'est dans ce but que le Bodhisattva, lorsqu'il s'y engage, ouvre une porte vers un mieux-être. Et puis le chemin du Bouddha est insurpassable, je fais vœu de le réaliser. C'est celui qui a ouvert la voie avant nous. C'est le Bouddha historique, c'est le Bouddha Shakyamuni, c'est celui qui s'est éveillé à la voie, celui qui a mis fin à toutes les souffrances, celui qui est l'insurpassable, le bon, le juste, l'honoré par le monde, celui qui est allé au-delà, celui qui a réalisé la voie dans son plein ensemble et dont l'image qu'il donne de ce chemin est le chemin que l'on trouve une fois les 4 nobles vérités comprises. Et donc ce chemin est multiple, hein, donc référez-vous aux 4 nobles vérités. Si vous ne savez pas, c'est la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'action juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Il me semble qu'il y a les 8. Hein.
la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la compréhension juste. La concentration juste. Voilà, c'est un peu plus clair. Je répète pour qu'il n'y ait pas d'erreur. La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Voilà les 8 chemins que l'on obtient une fois que l'on a observé la souffrance, qu'on a vu l'origine, qu'on a mis fin. Et donc je fais vœu de le réaliser, donc c'est-à-dire d'abandonner mes souffrances, d'en voir l'origine, d'y mettre fin, et donc voir ce chemin se réaliser par soi-même. Voilà donc ce que sont les 4 vœux du Bodhisattva, et dont le Bodhisattva, lorsqu'il s'y engage, il fait au moins vœu de faire de son mieux pour, et dans l'idéal, il les réalise. Voilà. Messieurs, dames, un point concernant le centre Ryomonji et son abbé, qui est Monsieur Olivier Wangen, Maître Wangen, Maître Olivier Wangen. Donc c'est un lieu que Maître Olivier Wangen a créé, d'après ce que j'ai compris, suite à son intégration dans le Zen Soto, après qu'il ait été disciple de Maître Deshimaru. Et donc il a fondé ce temple à Weiterswiller. Et depuis, donc, il enseigne donc, notamment dans ce centre. C'est donc l'abbé de ce temple. Il est également celui qui donne des enseignements dans d'autres temples et dojos de la tradition Zen Soto, en Alsace principalement, mais peut-être pas que, je n'ai pas suffisamment une vision globale pour vous dire plus loin que cela. C'est quelqu'un de très engagé dans le Zen Soto, mais également, il me semble, aussi de l'Union bouddhiste de France, où il a une position dans cette organisation, puisqu'il me semble qu'il est le président de l'UBF, Union bouddhiste de France. C'est quelqu'un qui enseigne beaucoup par la présence et l'expérience, le vécu, donc la transmission orale. Et pour quelqu'un qui souhaite approfondir sa pratique spirituelle, quoi de mieux que d'être en présence d'un maître et de surcroît vivant, puisque enseigner la voix, c'est principalement par la voix orale que cela passe. Et donc, pour moi qui n'ai pas connu Maître Taizen Deshimaru, entendre Maître Olivier Wangen transmettre certaines paroles qu'il a lui-même entendues de Maître Taizen Deshimaru est pour moi une manière de préserver la transmission orale, et donc une très grande richesse. Bon, ce que je vous fais part, c'est à travers une vidéo. Donc, oui, j'ai pas cette chance de vous transmettre directement cette parole. Elle passe par un média via le samsara, donc ça vaut ce que ça vaut. Néanmoins, j'ai ce souhait au fond, même si les conditions ne sont pas pour moi réunies de transmettre oralement et directement cette parole, je salue tous ceux et celles qui s'engagent sur cette voie et qui font ce travail de transmettre de maître à disciple, et ce par la voie orale. Donc j'ai une grande gratitude pour ce maître qui sait le montrer et le prouver à chaque fois qu'il le peut dans son temple.
quoi d'autre concernant la tradition Zen Soto? Donc le centre Rimouji situé à Weiterswiller près de Strasbourg et donc le centre principal de Maître Olivier Wangen. De la tradition Zen Soto, le centre principal est le centre de la Gendronnière qui est situé à 7 heures de Weiterswiller ou au sud de Paris, vers Blois il me semble, et dont pour ceux ou celles qui seraient intéressés de participer à un rassemblement des pratiquants Zen Soto, actuellement a lieu la 5e Sesshin, donc nous sommes début 3e semaine de juillet actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo. Débute donc demain, jeudi 26, la 5e Sesshin, oui, de cette année. Et continue encore une semaine au moins pour donc, après la 5e, la 6e bien sûr. Voilà, donc pour ceux ou celles qui seraient intéressés d'assister à une Sesshin de manière nationale, puisque regroupant les centres de France, donc tous les pratiquants de France sont invités, au moins pour la tradition de Zen Soto, à se rassembler lors de cette grande Sesshin et de participer, de trouver l'ambiance de la grande Sangha qu'on peut avoir peut-être lors de grands rassemblements de ce type. Voilà, pour ce qui est de la tradition Zen Soto, avec la présentation donc, de quelques centres et puis aussi du maître présent à Rimouji. J'espère que cette vidéo vous a un peu éclairé sur ce qu'est le Zen, de manière générale. Et puis, si peut-être, je trouve qu'en réfléchissant, il y a peut-être un point que je pourrais un peu plus aborder. Je suis passé un peu vite au début sur Zazen, s'asseoir, je pense qu'on peut détailler un peu plus. Donc, oui, je vais peut-être détailler un petit peu ce dernier point, puisque c'est quand même un point central dans la pratique. Zazen signifie juste s'asseoir. Juste s'asseoir, c'est on s'assoit sur notre zafu. Donc le zafu, c'est quoi? C'est le coussin sur lequel on s'assoit, voilà ce qu'est un zafu. On a les yeux légèrement entrouverts pour laisser passer la lumière. On se tient le dos droit. Idéalement, en position assise, les jambes dans la position du lotus ou demi-lotus si on n'arrive pas à tenir le lotus. Pour ceux qui ont des problèmes d'assise, sur une chaise ou une chaise adaptée. Puis on tient le dos droit, les mains sont dans ce geste-ci, je ne sais pas si vous voyez, on va voir la caméra, comme ceci. Donc c'est la main droite repose dans la main gauche. Vous voyez, voilà. Et sont déposées les mains sur les cuisses. Encore une fois, on ne porte pas les mains, on les laisse reposer dans cette position naturelle. Donc on se tient le dos droit, on rentre légèrement le menton, on regarde vers le sol, donc le regard tourné vers ce qu'il y a devant nous. Lorsqu'on est dans des salles zen, on regarde le mur, principalement le mur, ou alors éventuellement s'il y a celui qui est devant nous, mais pour ainsi dire, on ne regarde pas quelque chose de précis, on évite même de porter notre attention sur quoi que ce soit. On tient donc la tête relativement comme si on est tiré par le haut, donc pour la bonne assise et la bonne posture. On pousse avec le bassin vers le sol, et ainsi entre ciel et terre, on établit cette rectitude, et dont ensuite il ne reste plus qu'à laisser le mouvement naturel du souffle se faire. Au début, on ajuste légèrement notre posture en se balançant de gauche à droite
afin de trouver cet équilibre, cette rectitude de la posture. Et puis une fois qu'on a trouvé cette posture, on fait gâchot. Gâchot, c'est je salue, hein, c'est un salut tout simplement, pour signifier qu'on commence notre séance de zazen. On observe le souffle, sans forcément porter attention au souffle. On ne cherche pas à forcer le souffle, ni à ne pas porter d'attention au souffle. On est simplement observateur du souffle, et on laisse ce mouvement s'effectuer de lui-même. Donc c'est dans ce calme, dans cette tranquillité que progressivement s'instaure cette attention que l'on a à soi de ne rien faire, si ce n'est d'être observateur de nous-mêmes, sans forcer, ni sans s'endormir non plus. C'est très important. À ne rien faire, on peut être très agité comme très endormi. Et c'est ce qui se passe en zazen. Au début, on a peut-être tendance à être assez agité, on commence à se poser sur notre coussin, on a un peu les activités de la journée qui nous reviennent. Si c'est le matin, on a peut-être tendance à peut-être un peu plus dormir que si c'était le soir, quoique, c'est pas gagné non plus. Et c'est petit à petit qu'on prend conscience de notre état au moment où on fait zazen. Donc ce sont les deux grands écueils, qui sont l'excitation ou l'endormissement. Suivant si on est excité par les pensées que l'on a, ou si on est endormi par le fait de ne plus avoir d'attention à ce que notre corps nous envoie comme signaux. Et donc le but, quand on est en zazen et qu'on rencontre l'excitation ou l'endormissement, c'est d'en prendre rapidement conscience pour revenir à cette présence qu'on connaît seulement ici et maintenant, et qui nous demande d'être vigilant, attentif, présent, si on ne veut pas être éloigné dans l'excitation ou complètement éloigné dans l'endormissement. Dans les deux cas, on est éloigné quand on est agité ou endormi. Et si on est dans la position d'agitation, on peut éventuellement baisser un peu plus le regard pour justement apaiser ce mental qui cherche à commenter ceci ou cela, vouloir ceci, voir cela, et rester dans une position d'attention à la respiration et au mouvement naturel du corps. Ou si c'est dans l'endormissement, de légèrement relever le regard vers la ligne d'horizon. Si on est dans les centres zen, c'est un peu plus haut sur le mur. On n'a pas vraiment d'horizon visible à ces moments-là. Et pour vous donner l'idée que c'est en montant légèrement le regard qu'on sort normalement un peu de la léthargie, de l'endormissement. Donc en portant notre attention de cette manière, on revient à une certaine présence d'esprit, on évite ainsi de sombrer dans l'endormissement et on reste attentif. Voilà. Ce qui sont donc les deux obstacles dans Zazen et comment y remédier. Si parfois on peut avoir une douleur dans la posture, c'est car il est probable des fois qu'on est mal assis ou qu'au bout d'un moment on trouve de la douleur dans l'assise, on peut observer cette douleur. Ce n'est pas ce qui est conseillé ni ce qui n'est pas conseillé. Ce qui est conseillé, c'est quand on voit qu'on a une légère douleur, c'est de légèrement réajuster sa position et ainsi retrouver sa posture normale. Donc, comment on procède? On fait gâchot, on bouge légèrement de posture. Une fois la posture confortable et agréable, on refait gâchot et on reprend sa méditation. Donc voilà comment on peut éventuellement, si on rencontre une douleur pendant Zazen, changer de posture, et ce suivant le rite
le rite 2D. Donc, il est parfois pas anodin de voir qu'en zazen, il suffit qu'on ait une pensée qui nous vienne pour qu'une seconde arrive, puis une troisième, et ce, comme un courant qui défile, un cours d'eau qui défile, ça arrache tout sur son passage, c'est très dévastateur, et ça empêche le pratiquant de rester attentif. Donc lorsque cela se produit, hein, c'est le fait d'être pris dans cette agitation qui est l'agitation du mental, hein, on peut dire que c'est un obstacle qui est l'agitation. On n'est pas forcément agité physiquement dans ces cas-là, c'est simplement des fois notre mental qui s'agite tout seul. Donc cette agitation, c'est dans le premier cas, j'avais dimensionné l'agitation, c'était plutôt du corps qui était un peu agité. Là, ce serait plus l'esprit qui est agité. C'est l'esprit qui cherche à vouloir répondre à ceci ou cela, ou un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela, ou ah j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Vous voyez, c'est ce genre de pensée qu'on peut avoir lorsque je décris qu'on est pris dans ce cours d'eau ou dans ce torrent qui arrache tout sur son passage. Donc comment on répond à cette situation? Eh ben, en évitant d'être pris dedans et en réagissant le plus rapidement possible et ainsi à retrouver son état naturel, on reprend notre état naturel, dès que possible on reprend notre état naturel. Voilà comment on peut éviter l'agitation mentale qui est comme un torrent arrachant tout sur son passage. Et pour ce qui est de l'endormissement, parfois le premier endormissement que j'ai décrit c'est plutôt de l'ordre du physique. C'est le corps qui est fatigué, qui n'a pas besoin de faire ceci ou cela, qui, lorsqu'il est en zazen, il a l'impression qu'il n'a plus rien à faire, donc il se met au repos, et donc l'esprit a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, donc il pousse le pratiquant à s'endormir. Et là, c'est un autre niveau d'endormissement, c'est l'endormissement mental, c'est-à-dire c'est comme une sorte de lourdeur qui nous vient de l'esprit, et qui est en fait tout simplement l'esprit qui fonctionne très lentement. Le fait de méditer longuement, on amène un certain calme, un certain bien-être en soi, mais qui se traduit des fois par tellement calme que l'esprit lui-même, c'est comme s'il dormait. Et donc, oui, c'est de l'endormissement, mais au niveau mental. C'est un endormissement qui est un peu plus subtil, et donc il faut en prendre conscience dès que possible. Et souvent, on compare cet endormissement comme à une lourdeur qui est comme si on nous avait mis des poids, pas forcément, mais c'est l'image, c'est comme si on est voilé par des obstructions qui forment comme quelque chose de très lourd, mais du fait que c'est l'esprit, ce sont ce qu'on appelle des illusions ou des voiles qui nous obscurcissent notre clarté mentale. Donc comment on les abandonne? Eh bien simplement en prenant rapidement conscience, en observant que ce sont tout simplement des lourdeurs de l'esprit ou comme des voiles qui sont posées sur soi. En les observant petit à petit, on les déconstruit et on permet un certain bien-être, un certain bonheur. Voilà comment on se sort de ces voiles comme obstacles ou endormissement. Donc voilà, messieurs dames, un peu ce que Zazen, avec les difficultés que l'on peut rencontrer. D'abord la posture, puis ensuite l'attitude adoptée, les problèmes éventuels rencontrés et les solutions proposées. Éventuellement, je peux parler du bien-être qu'on y trouve à faire Zazen, car oui, si on fait Zazen, c'est pas juste pour faire Zazen, quoique Zazen, c'est juste s'asseoir. Hein. C'est cette joie qu'on peut connaître quand justement on est en accord avec Zazen. Quand on fait Zazen. Et c'est cette synchronicité, à être présent au moment où on est présent, lorsqu'on est présent, cette joie ineffable ou ce bonheur ou cette tranquillité qui peut émaner du pratiquant qui est en accord avec ce qu'il observe
et dont il est simplement témoin de la scène qui se joue devant lui, comme celui qui serait sur la berge et qui verrait défiler sur l'eau un bateau. Donc, pour arriver à cet état, effectivement, c'est tout à fait bénéfique pour tout à chacun, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup d'attention pour arriver à ce bien-être qui, une fois trouvé, est vraiment la joie que je décris. Hein, c'est sans demi-mesure, hein, c'est vraiment, je vous dis ce que je vous dis, c'est ce que je vis. Et de surcroît, quand je suis en zazen et que je suis en zazen. Voilà, donc n'espérez rien d'autre, n'espérez... déjà j'ai déjà tout dit, n'espérez rien d'autre que ce que c'est déjà, car c'est ça que vous trouverez. Et ça, je ne peux pas vous le dire à votre place, je peux que témoigner de comment je l'ai trouvé et comment je me sens avec. Et donc, c'est ce que je décris. Hein. Mais autrement, oui, faites ce travail si c'est votre souhait, votre but, votre envie d'être heureux, joyeux, paisible, calme, aimant. Bien sûr, avec ce que ça comporte comme effort à faire. Hein. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu sur le zen, et puis dans cette dernière partie, un peu plus particulièrement le zazen. Et pour moi, une des réalisations du zazen, puisqu'à un moment donné, cela m'est apparu en méditation, en zazen, c'est la chose suivante: zazen, c'est l'éveil. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, et puis que dire d'autre que zazen, le zen, que l'on fasse ou qu'on ne le fasse pas, que l'on ne fasse pas et même que l'on reste à ne rien faire, c'est encore zazen, c'est toujours zazen, c'est zazen sans être zazen, c'est le zazen, ouais, ici et maintenant, le zazen, le non-zazen, tout est zazen, voilà, c'est un peu le mot-clé de cette vidéo, il n'y a rien de différent de zazen, et en même temps, c'est déjà tout. Voilà.
Alléluia.